Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format de la chaîne Hémisphère Gauche. Avec Walter, on va aujourd'hui regarder quelques extraits qu'on a pu dénicher ça et là sur Twitter, des extraits qui nous ont bien fait rire ou qui nous ont un petit peu agacés, et on va expliquer pourquoi ce qu'on voit dans ces extraits est pour nous contraire à ce que représentent nos valeurs pour la société actuelle et de demain. T'es prêt, Walter ? Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé un petit sommaire de ce qu'on va découvrir? Avec plaisir. Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Alors, il faut savoir qu'il a dit qu'il y aurait des contenus marrants. Pour moi, j'en ai pas vu de marrants, mais en tout cas, ils sont tous intéressants. Ça, déjà, c'est une première chose que je peux dire. On va essayer de lancer ce nouveau format où on va faire un petit zapping des choses qu'on a pu voir ou des choses qu'on a déjà vues. Enfin, il y a un moment ou récent, sur des sujets qui nous tiennent à cœur, des sujets qui nous intéressent et qu'on aimerait partager. Donc il y a des vidéos qui datent un peu et il y en a d'autres qui sont plutôt récentes. Et là, on va démarrer avec une vidéo de Thaïs Descuffon. Peut-être que tu peux la présenter pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Oui, on va faire une présentation rapide. Thaïs Descuffon, c'est en fait quelqu'un qui se revendique de l'extrême droite, voire même de l'extrême droite, royaliste, catholique, traditionnaliste, et vraiment qui avait fait ses armes dans le groupuscule Génération Identitaire qui depuis a été dissous, et qui a tenté des placements dans divers médias d'extrême droite, mais visiblement elle n'a pas été retenue. Et qui avait lancé à une époque une espèce de livret de coaching pour les jeunes hommes en quête de séduction et de conquête de la jante féminine. Bon, ça a été débunké parce que ça coûtait 20 balles, c'était nul, c'était un format PDF. Il y a des vidéastes comme Antoine Goya qui avait réagi dessus, c'était vraiment... allez vous marrer, on vous mettra le lien en description, c'était trop marrant. Et Thaïs Descuffon, faut savoir qu'elle a une particularité, c'est qu'elle est féministe, mais sensible au sujet aux questions de la femme et au sujet féminisme uniquement au travers du prisme de l'immigration. Allez, découvrons ce que Thaïs Descuffon pense des positions féministes d'Emma Watson. Emma Watson, 35 ans, dit que la pression qu'on met aux jeunes gens pour se marier est une forme de violence. Alors déjà, Emma, si tu penses que la pression sociale, c'est de la violence, c'est peut-être que t'as jamais connu la vraie. Et puis, désolé, mais toute pression n'est pas mauvaise en soi. C'est la pression sociale qui pousse les hommes à bosser, à devenir responsables et pas à rester tanguis chez papa-maman. C'est la même pression sociale qui fait qu'on ne sort pas en pyjama dans la rue, qu'on se lave, qu'on s'habille, qu'on vit en société. C'est ce qu'on appelle la civilisation. Alors oui, la méchante société pousse à se marier, à faire des enfants, et encore vraiment pas assez à mon goût. Et c'est normal en fait, parce que sinon, elle meurt. Ce qui est bizarre, c'est pas les gens qui veulent fonder une famille à tout prix, c'est que d'autres n'en ont plus du tout envie. Alors Emma, peut-être que cette pression que tu ressens, c'est juste le reflet de tes propres insécurités. Tu n'as pas fondé de famille et tu veux que la société te dise que c'est pas grave. Bon voilà, c'était mon opinion impopulaire du jour, tu peux t'abonner. Non, vous abonnez pas, parce que vraiment ça vaut pas le coup. Mais alors, on va débunker un peu tout ça. Alors, Emma Watson, 35 ans, dit que la pression qu'on met aux jeunes gens pour se marier est une forme de violence. Alors c'est bien, mais on aurait bien voulu un lien vers l'article en fait. Parce que du coup voilà, elle prend un titre d'article, elle le partage, ça a fait quand même 70 000 vues, il n'y a aucun lien vers l'article en question. Donc même les gens qui pourraient être d'accord avec Thaïs Descuffon ne peuvent pas aller lire l'article, ou en tout cas aller rechercher des choses autour de l'article. Donc bon, nous on essaiera de vous mettre l'article en description. Je sais pas combien ça rapporte sur Twitter, 70 000 vues, mais je pense que c'est un taux horaire trop élevé pour ne pas aller chercher l'article dont on parle, quoi. Alors déjà, Emma, si tu penses que la pression sociale, c'est de la violence, c'est peut-être que t'as jamais connu la vraie. Et puis, désolé, mais toute pression n'est pas mauvaise en soi. C'est la pression sociale qui pousse les hommes à bosser, à devenir responsables et pas à rester tanguis chez papa-maman. Qu'est-ce que t'en penses toi, Walter ? C'est la pression sociale qui pousse les gens à aller bosser ? C'est le capitalisme plutôt, non ? Ouais, voilà, je pense que c'est surtout ça en fait. C'est la pression capitaliste plus que la pression sociale. Parce que bon, les droitards le savent, la pression sociale, ça n'empêche pas des millions de gens au RSA à rester chez eux à rien foutre. Les fameux gens qui vivent très bien avec 600 balles par mois parce qu'ils n'ont pas envie de bosser. C'est ces fameuses personnes-là. Mais après... travailler, en fait, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est important de nos jours, effectivement, parce que ils en parlent souvent dans leur narratif. Mais après, le travail, qu'est-ce qu'ils appellent le travail ? Parce que je suis désolé, comme un PDG, son travail quand il travaille pour lui, entre guillemets, son travail, est-ce que c'est le même que la personne qui va à l'usine, qui se lève à 4h du matin tous les jours ? Oui, voilà, en fait, elle parle de pression sociale qui te fait aller bosser au lieu de rester tanguy chez papa-maman. On a vu à travers des séries et des reportages, des documentaires de vie réelle d'une jeunesse dorée qu'on peut avoir notamment en France ou dans d'autres pays d'Europe ou de l'Occident, même des pays aujourd'hui
au Moyen-Orient ou des pays d'Afrique où il y a des gens, des familles qui sont extrêmement fortunées, je suis pas sûr que la pression sociale des enfants de ces familles multimillionnaires, multimilliardaires, elle soit la même pression sociale que les gens du quotidien. À la limite, il y a une forme de pression, mais c'est en mode, bon, on t'écarte des affaires, hein, on te file un petit pécule, on t'écarte des affaires, une petite rente. Le vilain petit canard. Et voilà, tu vas être le vilain petit canard qui va faire un peu d'humanitaire avec. Voilà, tu vas faire un peu d'humanitaire avec les 200 000 euros de rente qu'on te file tous les mois. Hein. Tu vas faire les restos du cœur, tu vas ouvrir un chenil pour chiens abandonnés. Par contre, j'ai une question. Est-ce que tu penses que si elle fait comme Sarah Salman et qu'elle passe un petit peu de temps avec François Ruffin, elle va changer d'avis? Je pense qu'elle ne tiendrait pas aussi longtemps que Sarah Salman. Parce que, malheureusement, encore Sarah Salman, c'était une libérale un peu bête qui se disait le travail c'est la même chose pour tout le monde. Et quand elle a goûté au vrai travail physique épuisant dans des conditions mauvaises avec très peu de contact entre guillemets des gens de tous les jours, tu vois, genre ta pause c'est pas un restaurant chic à Paris, ta pause c'est le sandwich triangle avec le café dans le gobelet sur les bancs en pierre derrière l'usine, tu vois. Ta pause chronométrée surtout. Voilà, pause chronométrée en plus, etc. Et puis bon, t'es déjà en train de penser à ce que tu vas faire. Tu prends ta pause d'1 demi-heure, tu es déjà en train de penser à ce que tu vas faire quand tu auras fini ta pause. Je veux surtout penser aux enfants que tu dois aller chercher une fois que tu as fini ton travail. Voilà, les rendez-vous, les courses à faire, voilà, exactement. Beaucoup de choses à penser. Voilà. Et ouais, non, en fait, la pression sociale, c'est la pression du capitalisme. Et en fonction de votre positionnement dans la société, la pression sociale, elle n'est pas du tout la même, quoi. Ouais, c'est ça, totalement. C'est la même pression sociale qui fait qu'on ne sort pas en pyjama dans la rue, qu'on se lave, qu'on s'habille, qu'on vit en société. C'est ce qu'on a. Alors, c'est pas forcément une pression sociale, ça c'est une forme d'éducation. Moi, des gens qui sortent en pyjama dans la rue, j'en vois chez moi, tu vois. Mais après, alors attends, qu'est-ce qu'on appelle pyjama? Parce que si par exemple vous aviez un grand-père ou un oncle qui s'habillait en survêt de l'armée pour aller chercher sa baguette et qui mettait des baskets pour courir, mais qui n'avait pas couru depuis des années, est-ce que c'est un pyjama ou pas? Appelle la civilisation. Alors oui, la méchante société pousse à se marier, à faire des enfants, et encore vraiment pas assez à mon goût. Et c'est normal en fait, parce que sinon, elle meurt. Ce qui est bizarre, c'est pas les gens qui veulent fonder une famille à tout prix, c'est que d'autres n'en ont plus du tout envie. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est qu'elle ne pousse pas son raisonnement. Elle se dit qu'il y a des gens qui ne veulent plus d'enfants du tout. Mais est-ce qu'elle se pose la question de pourquoi? Peut-être parce que les gens ils ont du mal à payer leurs factures, peut-être parce que les gens ils ont du mal à finir leur fin de mois, ou à même se garder eux en bonne santé, donc en consommant des produits de qualité, ou en puissant aller chez le médecin, enfin je sais pas, est-ce qu'elle se rend compte de tout ça? Mais non, non, parce que faudrait lire, hein, faudrait s'attaquer à une certaine culture, et c'est pareil, hein, quand on dit lire, vous pouvez lire tous les Balzac et tous les Zola de toutes les collections, vous en apprendrez pas grand-chose sur le fait que pourquoi aujourd'hui notre génération fait moins d'enfants que la précédente. Hein. Il faut, en fait, ces gens-là, ils survolent les sujets. Si une civilisation fait pas d'enfants, elle meurt. Bon, d'accord, mais si une civilisation fait 4 enfants par famille dans un monde où on a de quoi nourrir que 2 enfants par famille, elle meurt aussi. Tu vois, c'est aussi. Tu vois, c'est des raisonnements qui sont simplistes auxquels tu peux rétorquer des raisonnements tout aussi simplistes. C'est pas parce que tu vas faire plus d'enfants que la civilisation ira mieux. Si c'était comme ça sur tous les sujets qu'elle aborde et qu'elle pose juste quelques prémices en ayant lu ou entendu ou vu, peu importe, sur des sujets, mais en fait c'est pas pertinent, et les gens, qu'est-ce que tu leur apprends en faisant ça? J'ai l'impression qu'en ce moment il y a quand même un narratif qui est assez fort de la droite, extrême droite, comme quoi il faut faire des enfants. Mais pas comme frontière avec leur t-shirt faites des bébés, mais en fait est-ce qu'ils sont, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont payés pour dire ça, ou c'est quoi leur non, mais parce que eux, quoi leur souci? Eux ils voient, déjà ils ont peur du grand remplacement, donc ils voient qu'il y a bien des bébés, il y a beaucoup de bébés qui sont faits en France, mais pour eux c'est pas les bons bébés, tu vois, c'est pour ça que ça leur fait peur. Et ensuite mais en fait c'est une bataille démographique en fait pour eux. Ils cherchent pas à comprendre le pourquoi du comment. Est-ce que tu penses pas que ce sont les mêmes personnes qui diraient des Africains qu'ils font trop d'enfants, que du coup ils sont pauvres, ça sert à rien de faire des enfants? Mais c'est ce que je te dis. Est-ce qu'ils se rendent compte aussi que ici, il y en a qui vivent la même chose en fait. Mais ils ont pas peur que les gens ils ont pas peur que les gens fassent moins d'enfants. Ils ont peur que les blancs fassent moins d'enfants. C'est ça qui fait peur. Oui, il y a des blancs pauvres, mais c'est surtout des blancs pauvres. Les gens font moins d'enfants quand ils ont un niveau de vie qui s'élève. Parce qu'en fait, quand le niveau de vie s'élève, t'as envie de plus profiter. Tu vois, moi par exemple, même ma grand-mère, elle est née dans une fratrie de 13 enfants. Ah oui. Et t'imagines, même dans le rythme d'une vie d'une femme,
C'est-à-dire quasiment tous les 2 ans, t'es enceinte. Ouais, mais c'est clair, c'est ça qui est terrible aussi. C'est une folie. Et par contre, elle-même, ma grand-mère, elle n'a eu, entre guillemets, que 5 enfants, parce qu'ils avaient un niveau de vie qui était un peu meilleur que ses parents à elle. Et moi, mes propres parents n'en ont eu que 2. Et moi, actuellement, je n'en ai qu'un. J'en aurais peut-être un deuxième, mais j'ai pas envie d'avoir 6-7 enfants, tu vois. Après, c'était une époque aussi où il faut se dire que la femme, entre guillemets, on l'autorisait pas forcément à avoir de métier, donc son métier, c'était d'être mère. Ouais, voilà, c'est donc, ça. Et c'est un truc auquel... Pour eux, elle dédiait son temps à ça, sa vie en fait à ça. Mais est-ce que aujourd'hui, avec le recul qu'on a, l'intelligence qu'on a, je dis pas qu'ils étaient pas intelligents avant, mais avec tout ce qu'on sait maintenant, est-ce que les femmes ont envie de ça? Je suis pas sûr. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ce que regrette. Elle devrait commencer maintenant si elle veut avoir 10 ou 12 enfants. C'est ce que regrettent des gens comme Thaïs Descuffon qui veulent que les autres fassent des enfants, mais qui elle-même n'en fait pas, tu vois. C'est pour ça que c'est tout le temps... La droite, elle se noie toujours dans leur propre paradoxe. Donc en fait, ils ne sont pas cohérents. Bon, allez, on va passer à la suite. Deuxième épisode, là, on va s'intéresser à Baptiste Marchais et Le Guise à propos de la folie, de la sinécure, de la fuite en avant, de la perte de puissance financière que sont les chèques vacances. Le coût extrême à nos chers contribuables, comme il le stipule. Vacances de la CAF. Non, mais vous vous rendez compte combien ça coûte à l'État? Mais c'est incroyable. Les chèques vacances, faudra qu'on en parle un jour, hein, j'ai été voir. Mais les chèques vacances de la CAF, pour des gens qui sont au RSA et tout, qui peuvent partir en vacances sans travailler du tout. Mais, vous voyez? Mais c'est des sommes faramineuses. Et au lieu de s'occuper de ça, comme ça. Attends, les mecs, ils prennent le rien de l'année, ils vivent sur l'argent des autres et en plus, ils se font payer des vacances avec l'argent des autres. Oui. Oui. Ah, mais bien sûr. Tu m'étonnes que le pays soit de la merde, Bien mec. sûr, tu travailles pas. Comment tu peux être en vacances? Les vacances? Non, mais je sais pas si on réalise, mais être en vacances du chômage, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que... Tu vois ce que je veux dire? Le principe même des vacances, c'est de partir du boulot. Le mec travaille pas, mais il a quand même besoin de vacances. Ouais. Donc là, on a 2 trentenaires comme nous qui font des podcasts. Ouais, c'est vrai. Je sais pas s'ils travaillent, eux. On sait pas c'est quoi leur travail. Oui, ils travaillent. Certainement qu'ils travaillent. C'est un métier. Mais, c'est un métier. Non, mais je veux dire, je pense qu'ils travaillent à côté de leur podcast. Je pense pas que ce soit leur podcast qui soit leur seul travail. C'est pas possible. Tu vois, nous, à côté, on a des métiers. On est salariés. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on n'a pas un rythme non plus de dingue sur la chaîne. On fait ce qu'on peut. Hein. Merci. Soutenez-nous. Abonnez-vous. Démarre la vidéo en disant je suis allé vérifier. Bah, c'est tes sources. Oui, voilà. Bah, c'est comme Thaïs Descuffon. On va prendre un truc et on va pas regarder la source. Moi, je suis allé vérifier. Et en fait, quand on regarde dans les chiffres, ça, en fait, la somme dont il parle, faramineuse, c'est 82 millions d'euros. Après, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette somme. Les 82 millions d'euros, en fait, faut savoir que c'est quelques millièmes de pourcent du PIB français. Mais bien sûr. C'est une goutte d'eau sur un budget d'un PIB qui est de 3162 milliards. Ce qu'il ne dit pas, c'est que il y a une grosse partie de cet argent-là, enfin la totalité de cet argent-là, elle est réinjectée en fait dans le système. Elle est réinjectée parce qu'elle est réintroduite directement parce que c'est des gens qui vont dépenser cet argent-là dans des colonies, des centres de vacances, des choses comme ça, et qui sont en France. T'es une entreprise, tu te dis j'ai des chèques vacances, toi tu t'en fiches, c'est un moyen de paiement comme un autre. Donc tu le prends, c'est accepté. Tu vas pas dire ah bah non, chèque vacances de la CAF. Nous on n'accepte pas les feignants dans nos colonies, dans nos centres de repos. Les mecs s'en foutent. T'as un moyen de payer, tu payes. Ils s'en foutent de ta vie, tu vois. Ah oui, totalement. Ah non moi je veux pas travailler cet été pour permettre à des chômeurs d'être en vacances. Ouais mais après le truc c'est que ils balancent ça comme ça, ils savent que dans leur communauté ça va faire réagir, il y en a qui vont être encore plus énervés contre ce système qui pour eux est pas cohérent, les taxes trop, imagine l'honnête travailleur, le bon travailleur, tu vois, genre, parce qu'il y a le bon et le mauvais travailleur. Il y a le bon travailleur, il se lève le matin, il va au travail, et il écoute son petit podcast, sa petite vidéo où on lui dit que il y a un mec qui reste chez lui et qui part en vacances, pendant que lui se lève à 6h du mat pour aller bosser, mais les gens forcément ils vont vriller parce que si tu te renseignes pas et que tu vas pas chercher l'information, tu vas jamais débunk cette connerie. Moi je veux pas nier, je veux pas dire ça n'existe pas, il y en a pas. On va partir du principe que ils disent la vérité et qu'il y a des gens comme ça. Ok, mais après ça représente combien de pourcents ces gens-là? Et en plus de ça, même si ces gens ils sont dans ces conditions-là, avec des sommes quand même qui sont précaires, hein, parce que le RSA quand on regarde le montant c'est quelque chose de l'ordre de 650 euros, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment une somme qui est assez faible. Tu pourras me corriger bien sûr, mais ces gens-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'envoyer leurs enfants en vacances. Bah non, parce qu'ils bossent pas. Parce qu'en fait, ils se réveillent, ils vont aux toilettes,
ils prennent une douche, ils mangent, ils font rien pendant de 9h30 à 19h30, ils ne font rien, tu sais, ils sont assis dans leur canapé et ils zappent, ils ne font que ça, tu sais, c'est ça en fait. Et à 19h30, bah hop, ils font le repas et puis après on prépare et la journée de demain et comme ça pendant des années. C'est ça. Qui envie cette vie-là déjà. Mais oui, déjà moi, je connais personne qui envie cette vie-là. Et j'avais une discussion justement avec ma meilleure amie là-dessus sur ce sujet-là, et elle me disait que en fait elle, quand elle discute de ça en famille avec des gens, mais elle leur dit dans ce cas-là, allez-y, faites-le. Mais oui. Proposez ça à vos enfants, dites-leur de rester au RSA puisque c'est si bien que ça, et autour de vous les gens le font. Mais en fait elle a raison, c'est ça qui est triste à dire, mais c'est que les gens sont matrixés par ça. Alors en fait les gens qui sont au RSA, les gens ont l'impression qu'ils sont en vacances. Mais en fait, ces gens-là, ils vivent avec un budget que moi, je claque en un loyer. Donc, est-ce que vraiment j'ai envie d'être à leur place ? Tu veux leur refuser la possibilité d'avoir une semaine pour souffler en mettant leurs enfants dans un endroit où ils vont pouvoir être heureux avec d'autres enfants, ils vont pouvoir s'épanouir et avoir l'impression d'avoir une vie normale en mangeant leurs 3 repas dans leur colonie de vacances. On veut vraiment refuser ça à des gens ? Là où il y aurait de l'abus, c'est des gens qui toucheraient le RSA alors qu'ils ont déjà un métier ou qu'ils en ont pas besoin en fait. Mais ça, c'est comme les fraudes aux logements sociaux. Il y a des tas de gens, normalement, le logement social, c'est censé être une étape dans la difficulté, comme le chômage, tu vois, c'est censé être une étape qui te permet de rebondir. Mais il y a des gens qui gagnent très bien leur vie. 24 mois et que maintenant c'est 18 mois le chômage. Et voilà, et il y a des gens qui gagnent très bien leur vie et ils sont en logement social et ils se disent en fait on va rester parce que tant que je suis dans ce logement social, j'économise quasiment 300 € de loyer sur la même chose en temps normal, je vais en profiter pour mettre de côté, tu vois, pour coffrer. Je suis mais il y a peut-être une famille qui est en galère là derrière toi. Là, toi, t'es dans une situation, tu peux aller ailleurs. Il y a une famille qui est en galère derrière toi. Tu vas lui empêcher d'avoir accès au truc. Bah ouais, en fait. Et ça va être des gens qui vont voter contre l'assistanat, ces gens-là, tu vois. C'est des gens qui vont voter contre l'assistanat. Tant que t'es pas productif, selon leurs critères, bien sûr, t'as pas le droit à aucun plaisir, à aucun répit. Et puis c'est quoi être productif ? Est-ce que quelqu'un qui va par exemple un retraité ou une retraitée qui va faire de l'associatif au Resto du Cœur ou au Secours catholique, c'est productif ou c'est pas productif ? Bah non, ça crée pas de richesse, tu vois. Ça, pour eux, non. Bah non, permettre à des gens de se nourrir alors qu'ils ont rien d'autre dans la vie, non, c'est pas productif, ça crée pas de richesse, ça. C'est vraiment une logique qui reconnaît plus du tout la dignité humaine et seulement l'utilité économique. Alors ensuite, puisqu'on a parlé de Afuera et de Javier Milei, voici encore un extrait de notre cher président argentin. Alors sur le compte Sir Afuera, alerte, Javier Milei lâche la vérité sur les politiciens d'État et c'est le choc. Et donc on va voir ce qu'il dit. El tema es que el único que puede generar riqueza en este país y en el mundo entero es el empresario. Alors il dit, pour ceux qui nous écoutent en podcast, le seul capable de créer de la richesse dans ce pays et dans le monde, c'est l'entrepreneur. No el político. Pas le politicien. El político no sabe cómo crear riqueza ni tiene los incentivos adecuados para hacerlo. La seule chose qu'engendre le politicien, c'est la corruption. Alors là, ça va être marrant. Alors pour moi déjà, il y a une erreur qui est fondamentale et on va voir, il y a des gens qui m'ont répondu, mais il dit que l'entrepreneur est le seul capable de créer de la richesse. L'entrepreneur, faut se rendre compte que quand il lance un produit, ça peut être un artisan par exemple, un artisan peintre, un artisan du bâtiment, un artisan plombier, etc. Effectivement, quand il est à son propre compte, c'est un entrepreneur, mais il travaille de lui-même, pour lui-même. Un entrepreneur qui a une idée, par exemple, qui veut développer quelque chose, il ne peut pas le faire tout seul parce que souvent, soit il le fait en laboratoire, soit il le fait dans des ateliers, soit il le fait avec l'aide de financement externe. Donc, il ne peut pas le faire lui-même de A à Z. Il est obligé d'avoir de l'aide. Mais c'est lui qui va donner l'impulsion. À partir du moment où le produit est considéré comme bon, commercialisable et productible en masse, là, l'entrepreneur, il a besoin de gens pour travailler pour lui. Il crée de la richesse, il donne l'impulsion, mais ensuite, ce sont les gens qui vont travailler pour lui, qui vont lui créer cette richesse. C'est pour ça que je dis ici, j'ai hâte de voir un entrepreneur sans salarié, sans local, sans machine et sans endettement en train de créer de la richesse. Ah oui, ça s'appelle l'ubérisation et c'est du salariat sans le droit du travail. Un entrepreneur sans salarié, sans local, sans machine, c'est littéralement votre livreur Uber. Et encore, il a un véhicule. Et en fait, un livreur Uber, qu'est-ce que c'est à part être du salariat soumis à une application, mais sans le droit du travail, c'est-à-dire sans cotisation sociale, sans droit au congé payé, sans mutuelle, etc. Et là, je termine en disant, ce sont les travailleurs qui créent la richesse, et bientôt, ça va même être les machines. Bon, c'est déjà le cas dans l'industrie, c'est les machines qui créent la richesse. C'est déjà le cas depuis longtemps.
Là, il y a quelqu'un qui me répond « Je suis entrepreneur sans salarié, sans machine et je dégage plus de 100K € par an. Donc tu vois, je suis la preuve que tu as tort. Arrête avec vos discours de marxistes, ça se saurait si le travail créait de la richesse. » Mais c'est de la fausse conscience du truc. Hein. L'URSS ne serait alors pas tombé. Bon, déjà, l'URSS est tombé pour tout un tas de raisons autres que leur rapport à la production. Oui. Mais ensuite, je dégage plus de 100K par an. C'est vraiment une méconnaissance du sujet. Mais tu vois, il dit « Je suis entrepreneur sans salarié, sans machine. » Donc le mec n'a pas de PC. Hein. Le mec n'a pas d'ordinateur, le mec n'a pas de véhicule, le mec n'a pas de logiciel. C'est vrai, le mec travaille tout seul avec ses petits doigts. Et même un artisan du bois, aujourd'hui, un tourneur sur bois, il a une machine pour tourner le bois. Même un artisan potier, il a une machine pour tourner la poterie. Enfin, faut arrêter les mecs. Hein. Il a des matières premières. C'est pas lui qui les crée, les matières premières. Donc il lui faut des gens pour lui amener ces matières premières. Je suis entrepreneur sans salarié, sans machine et je dégage plus de 100K par an. Mais c'est quoi comme métier ? Mais est-ce que c'est eux qui font tourner la France ? Est-ce que si demain ces gens-là ne sont plus là, est-ce qu'ils sont vraiment vitaux à la France, ces gens-là ? Est-ce que c'est pas plutôt les infirmières, les infirmiers, les médecins, les personnes, enfin tous les personnels soignants, les personnels d'éducation ? Oui. Et tu vois, c'est pareil. On parlait de l'artisan plombier ou de l'artisan peintre, mais c'est ni le plombier ni le peintre qui fabriquent leurs outils. Il y a des gens derrière, il y a des entreprises qui créent leurs outils. Donc il y a d'autres travailleurs qui leur créent leurs outils, tu vois. Il y a des travailleurs qui créent la peinture, il y a des machines qui créent... Enfin bon, bref, même s'il y a un mec qui se dit un jour, j'ai inventé un nouveau pinceau, j'ai breveté un modèle de pinceau qui se nettoie en 3 secondes à la flotte, bah je fais c'est très bien, tu vas breveter l'idée, mais si t'en vends 10 millions l'année suivante, c'est pas toi qui vas fabriquer les 10 millions de pièces. C'est des gens qui vont utiliser des machines qui vont fabriquer les 10 millions de pièces pour toi. Et toi, comme tu as la propriété du brevet, bah tu vas avoir une rente, un retour sur investissement là-dessus. Mais après, c'est tes salariés qui vont aussi créer la richesse, quoi. C'est tes salariés, c'est les gens qui travaillent. On ne dit pas le contraire, en fait. Et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils comprennent pas. C'est dingue quand même d'être autant biaisé au point de se dire que non, tout ce que tu dis, c'est faux. Mais tu vois, même là, il y en a un qui dit, enfin, tu te rends compte que les mecs ne réfléchissent pas. Toujours les mêmes inepties répétées, mais qui ne vous donneront jamais raison, jamais. On peut mettre autant de travailleurs que l'on veut sur quelque activité que ce soit, même pendant des milliers d'heures. Si personne ne veut du résultat, aucune richesse n'est créée in fine. Mais quel nombre de travailleurs qui vont aller sur quelque activité que ce soit pendant des milliers d'heures vont vouloir travailler sans vouloir de résultat ? C'est complètement... J'en peux plus, tu vois, c'est le mec... Il n'y a personne au monde qui va travailler des milliers d'heures sans savoir ce qu'il va avoir au bout. Personne ne fait ça. Si tu te dis je vais monter si tu te dis je vais créer ma maison, je vais construire ma maison et je vais travailler des centaines d'heures à la construction de ma maison, mais je sais pas ce que ça va donner au bout. Et tu réfléchis à ce que tu veux faire avant d'aller travailler. L'entrepreneur, c'est pareil. L'entrepreneur, il va se dire j'ai une idée, je veux faire ça. Le marché prend ou ne prend pas. Et voilà, c'est comme ça qu'il y a des gens... Si le marché ne prend pas, il va se retrouver sur le carreau comme des centaines de milliers d'entrepreneurs et il va retourner en salarié. Voilà. Mais tiens, on en avait parlé en off, mais le gars qui a inventé la poussette yo-yo, c'est un type qui était un ingénieur d'une grande boîte qui s'est retrouvé au chômage. Il avait peut-être 3 ou 4 000 € de chômage par mois. Il s'est dit, je vais profiter de ça parce que le mec c'était un bricoleur, donc il a toujours aimé bricoler, il a toujours aimé inventer. Le mec a créé la poussette yo-yo pendant son chômage. Et aujourd'hui, il est multimillionnaire. Bon, tant mieux pour lui, tu vois. Bon, après, la production, elle est où ? Elle est en Chine. Voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce n'est pas l'entrepreneur qui crée la richesse. À la limite, l'entrepreneur, quand il démarre son activité, quelle qu'elle soit, ça a été le cas de Jeff Bezos. Hein. Jeff Bezos, il a commencé en tant que travailleur, son activité. Et puis, il l'a développé, donc il lui a fallu des mecs pour l'aider à travailler. Donc, lui, il travaillait avec 3, 4, 5 autres mecs. Le loup de Wall Street. Tu vois, on regarde toujours le loup de Wall Street comme étant un truc machin. Le loup de Wall Street, il commence, lui, dans un petit bureau de province. Ensuite, il engage des gens pour travailler avec lui. À eux tous, ils font tellement de gens qu'ils forment d'autres mecs. Et au bout d'un moment, le loup de Wall Street, il n'a plus besoin de vendre lui-même. Oui, c'est ça. Mais à la base, ça commence par un ou des travailleurs. Voilà, ça commence par un travail. Et le mec ne devient entrepreneur que lorsqu'il atteint un statut où il fait lui-même travailler d'autres personnes. À la limite, là, tu peux parler d'entrepreneuriat. Parce que tu réponds à la demande du marché par la création de postes d'emploi. Mais dans ce cas-là, quand le marché aussi il baisse et que ton chiffre d'affaires diminue, tu deviens destructeur d'emplois. Donc tu deviens désentrepreneur. Tu vois, c'est... Nous espérons que l'épisode vous a plu, que vous avez découvert ou appris des choses intéressantes. Si c'est le cas, écrivez-le nous lisons tous vos commentaires. Et pour découvrir notre dernier épisode sur Hémisphère Gauche, ou la chaîne principale Éminence Grise, dédiée au pouvoir et à ses mécanismes, cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent.